Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir pour la dernière conférence dans cette salle. On se revoit demain évidemment pour la suite. Ici, nous allons retrouver une conférence un peu particulière qui nous touche tous, en tout cas pour tous ceux qui participent à Rent depuis des années. Donc c'est les 10 ans d'innovation, les tops et les flops qui sont passés ici avec des innovations qui ont peut-être marché ou qui n'ont pas marché. Pour ça, je vais appeler Jérôme Revy, partenaire chez NCI, qui peut me rejoindre sur la scène. Je vais y arriver. Sous vos applaudissements, parce que sinon il n'ira pas plus loin. Ensuite, Nathalie Gardès, enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Et pour finir, il n'est même plus à présenter, Vincent Lecamus, cofondateur d'Imo2. Sous vos applaudissements, je vous souhaite une excellente conférence et un très bon moment. 1, 2, voilà, ça marche. Merci. Bonsoir à tous. Alors, cette conférence, on l'a voulu comme un moment où on allait retracer ensemble le parcours de ces 10 années d'innovation au service des professionnels de l'immobilier. 10 années, donc il faut rappeler que la création du Salon Rent, c'est 2003. Et je voudrais applaudir ici Hervé Parent, qui est le fondateur du Salon Rent. Il va se lever, parce que comme il n'est pas très grand, voilà. C'est 2013, oui, bien sûr, c'est 2013. Voilà, merci Hervé. Donc, comme je le disais, si tu peux mettre le premier slide. Donc 2013, c'est cette première édition du Salon Rent au Palais Brognard, donc avec Hervé. Cette première édition attendait 1000 visiteurs et 70 exposants. Vous voyez tout le chemin qui a été parcouru depuis 10 ans. Ce salon, c'est une première. C'est une première à l'heure de la disparition des salons de l'immobilier, de réunir les professionnels autour des questions d'innovation. Et pour mémoire, en 2013, on faisait à peu près 700 000 transactions en France. On ne parlait pas du tout encore de la PropTech. Et les sujets innovants nous venaient des États-Unis. Et c'est l'idée d'Hervé Parent de vouloir mettre en lumière ces innovations pour les professionnels de l'immobilier ici en France. Dans cette première édition, eh bien, il a beaucoup été question de la digitalisation nécessaire de la profession avec un mot-clé qui était soit on digitalise, soit on meurt. Et on a notamment beaucoup parlé de tous ces sujets qui apparaissent ici sous forme de mots-clés, bien sûr des sujets, je dirais, faciles, qui tournent autour de l'image, de la photo, de la 3D. Et vous verrez que c'est des sujets qui sont récurrents au travers des années. Et puis chaque année, il y avait des petits thèmes qui sont apparus, qui ont pu disparaître d'autres années. 2013, c'est l'année du web marketing. On a beaucoup parlé de la façon dont il fallait aller chercher ses clients acquéreurs ou ses clients vendeurs. C'était donc le maître mot du salon en 2013. Comment organiser sa visibilité sur Internet, l'importance des réseaux sociaux. Vous voyez que ces thèmes-là sont encore d'actualité aujourd'hui. Et cette première édition, je n'ai pas de flop, je n'ai pas de top à donner. Top parce que c'était une édition réussie et elle nous a encouragés à poursuivre en 2014. Et pour ça, je vais laisser parler Vincent. Bonjour à tous. 2014, c'est la deuxième année et à mon sens, c'est une année qui marque qu'il y a une vraie, un vrai engouement autour de On ne parle pas de PropTech à cette époque-là. Même si le mot-clé PropTech a été inventé aux États-Unis à ce moment-là, on n'en parle pas en France. Il y a un vrai engouement autour du Rent et ça se voit parce qu'il y a 3 très grosses entreprises qui sont déjà présentes dès la deuxième édition du Rent. La volonté du Rent en 2014, il y a une volonté de s'ouvrir à l'immobilier d'entreprise. Il y a un vrai axe autour de l'immobilier d'entreprise et c'est marqué par des gens qui viennent de l'immobilier d'entreprise et la venue de CoStar. C'est la première grosse boîte dont je voulais parler. Alors, ça parle peut-être moins à certains d'entre vous, mais CoStar, à l'époque, et toujours aujourd'hui, c'est un énorme bébé de l'immobilier de l'entreprise. C'est la plus grosse boîte de data sur tous les échanges qui sont faits dans le tertiaire, dans le bureau, dans le commerce. C'est une boîte qui a été, je crois que ça pèse 50 millions, bref, c'est un gros truc, ça vient de Londres. Et donc, c'est aussi un international qui vient au Rent dès la deuxième année.
les sujets, donc, ils sont autour de la data et ils sont notamment autour de la donnée, tout ce qui est comportement des utilisateurs. On est capable, avec les analytics, de savoir qui fait quoi, quand, comment, où. Et donc, on parle beaucoup des parcours utilisateurs. Et donc, forcément, les portails immobiliers sont énormément mis en avant. On leur pose plein de questions parce qu'ils ont le savoir-faire, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe sur Internet avant que le client il arrive chez nous. Et donc, il y a tous ces sujets-là qui sont mis en avant. Et on parle du coup de retargeting, de tous ces sujets. Pardon, j'ai mon enchaînement parce qu'il y a Criteo qui arrive et qui est venu aussi dès la deuxième année. Donc, deuxième année, Criteo, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette entreprise, mais en 2014, c'est le fleuron de la technologie française. C'est vraiment une énorme boîte et je pense que c'est ça qui a amené d'ailleurs derrière, pour ceux qui s'en souviennent, l'offre Logic-Immo plus Criteo. Ça doit parler à certains d'entre vous, cette offre qui existait à l'époque, mais on arrive à faire venir CoStar et Criteo dès la deuxième année. Et il y a une troisième grosse boîte qui vient dès 2014 et qui connaît très bien le comportement des utilisateurs sur Internet, c'est Google. Google est déjà là en 2014. Et c'est très marrant parce que je pense qu'il y a un chiffre de leur conférence qui est le chiffre le plus repris de la PropTech, c'est 90% des professionnels de l'immobilier, 90% des gens qui ont un projet immobilier le commencent sur Internet. Et ce chiffre-là, il est repris depuis des années et des années et des années. En 2014, c'était 88% de souvenirs. Après, c'est passé à 90%, puis à 92%. Mais déjà, dès 2014, il y a ce sujet des 90% et il y a déjà Google. Et Google, ils n'arrivent pas tout seuls. Ils arrivent avec... alors, je vous passe la photo du Rennes, vu qu'on l'a déjà vu, c'est moins intéressant. Mais ils arrivent avec quelque chose dont vous vous souvenez peut-être pas. C'est les Google Glass. Je peux déjà mettre un flop tout de suite sur cette technologie. Ce n'est pas celle qui a le mieux marché. Ils arrivent avec les Google Glass et ils arrivent aussi avec les cardboards. Je ne sais pas si vous vous souvenez des cardboards, mais c'est des petits bouts de carton qu'on peut plier. On met le téléphone dedans et on est en réalité virtuelle. Et le vrai sujet de cette année-là, c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est d'ailleurs pas pour rien que c'est Creative Space Labs qui gagne le prix de l'innovation cette année-là. Pour ceux qui s'en souviennent, ils avaient un bout du Palais Brognard où il n'y avait que des cartons. Ça, c'est la vraie photo. Hein. Avec que des cartons. Et on prenait le téléphone et on avait l'impression d'être dans un appartement. Ils savaient reconstruire une maison avec des cartons, avec n'importe quel aménagement. Donc ça, c'est eux qui gagnent. J'ai même une petite photo du trophée de la FF2I. Donc ça, c'est juste avant la délibération de jury. Et après, ça, c'est le trophée qu'ils ont reçu. Et donc, il y a ce sujet-là. Est-ce que c'est un top ou est-ce que c'est un flop de parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle? Moi, je mettrais un demi-top sur la partie 3D parce que c'est vrai que c'est un peu utilisé, mais il n'y a pas non plus toutes les agences immobilières aujourd'hui qui font visiter des biens immobiliers avec des casques. Par contre, j'ai quand même envie de mettre un top sur le sujet avis client qui a été énormément abordé dès 2014. Et nous, on sait avec l'étude ImOpinion que les avis clients, c'est aujourd'hui l'outil le plus indispensable pour les agents immobiliers en termes de technologie. Donc, dès 2014, il y avait ça qui était mis en avant. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Alors, en 2015... Allô, ça marche? Oui. Donc, en 2015, le salon est à la Villette. On a 140 exposants, 2500 visiteurs, pas mal de conférences. En 2015, eh bien, le monde est vraiment connecté. Ça avait commencé déjà en 2014. Si on doit parler un petit peu du RENT sous les trois termes RENT, donc c'est la révolution et notamment la révolution Big Data. On en parle beaucoup. À la limite, ce n'est pas tant le Big Data qui est important, c'est surtout l'évolution qui a été faite sur l'intelligence artificielle et notamment le deep learning qui permet de faire de la prédiction. C'est-à-dire que le Big Data, au départ, c'était vraiment un instant T, on comprenait ce qui s'était passé. Et là, on est capable, aujourd'hui, de faire de la prédiction. Et on a, par exemple, Se Loger qui permet de détecter finalement l'intérêt d'un utilisateur pour une maison en fonction du temps passé. On a aussi de la prédiction sur les prix, notamment meilleurs agents. Finalement, le Big Data, ça devient un horoscope, une boule de cristal qui nous dit tout sur le client, sur la maison que l'on va préférer et même sur la probabilité que le locataire va payer son loyer. Donc, grosse révolution de Big Data.
On a aussi pas mal de révolutions donc sur l'expérience. Donc, comme l'a dit Vincent, 90%. Alors, je ne sais pas si c'était en 2014 ou en 2015, parce que j'ai les mêmes chiffres pour 2015. Donc, du parcours. Ils l'ont répété tous les ans après. C'est ça. Donc, il commence donc sur Internet. On a 32 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux qui scrollent, qui passent 2 heures à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Donc, bien évidemment, on est dans une information surabondante. Et la question, c'est finalement comment retenir l'attention de ces internautes ou de ces utilisateurs de réseaux sociaux. Donc en 2015, l'enjeu, c'est vraiment l'innovation dans la communication, comment retenir l'attention de ces clients, comment être innovant. Donc de nouveau, on parle web marketing, on parle réseaux sociaux. On surveille aussi beaucoup les avis. Donc 2014 déjà, le sujet apparaissait. Il s'accentue en 2015 compte tenu de cette connexion. Et donc, il faut vraiment gérer son réputation. Et puis, côté expérience aussi, on entre dans ce qu'on appelle le capitalisme artistique, où c'est le beau qui fait vendre, où il faut être attractif. Et donc, apparaît finalement la vidéo comme étant très engageante, en tout cas en termes d'attraction et de retenue d'intention. On a le développement, bien sûr, donc, de tout ce qui est visite virtuelle, notamment. Là aussi, beaucoup d'intérêt là-dessus. Et puis aussi, il faut être Instagrammable. Donc, la photo, les reportages photos deviennent quelque chose d'innovant en termes de communication. Et rien d'étonnant à ce que Mirou fasse une très grosse levée de fonds cette année-là. Alors, il me semble que c'était 45 millions d'euros à confirmer. Non, c'était ça. Donc voilà, donc, on comprend que là aussi la qualité de la photo, la qualité de la communication est essentielle, notamment dans la recherche aussi de l'émotion à travers cette communication. C'est aussi l'année où on a le réseau qui devient important. C'est-à-dire que pendant un moment, on pensait que la PropTech pouvait se positionner comme étant des concurrents des agents immobiliers. Et là, en fait, on s'aperçoit plutôt qu'elle peut être permissive de l'augmentation de services, d'une proposition de valeur beaucoup plus importante. Donc, on est dans ce partenariat, comment co-créer de la valeur ensemble, pour qui et pour quelle cible. Et enfin, on est aussi sur, finalement, Socialness, c'est-à-dire comment on va considérer les besoins et l'attention du client. Alors ça se traduit bien évidemment dans les agences à travers le service client, mais aussi, puisque on parle au rent bien sûr de l'immobilier ancien, mais aussi de la promotion immobilière. Et notamment, on va parler connexion du bâtiment, en quoi finalement les objets connectés vont participer à anticiper les besoins et à s'adapter aux préférences des clients. Et 2016, c'est la 3e édition du Salon Rennes qui s'est encore tenue à la Villette avec un peu plus d'exposants, 150 exposants, 3000 visiteurs, 4000 visiteurs dit Hervé. Qui dit mieux? 4e édition. 4e édition, pardon, je dois être décalé. Non, 2013-2016, c'est la 3e édition. 2013, 2014, 2015, 2016. Voilà, je suis fatigué. Alors, c'est vrai que cette année-là, il a été, comme l'a mentionné tout à l'heure, le terme PropTech apparaît et on commence à voir, mesurer le montant des levées de fonds qui sont opérées sur ce secteur qui est la PropTech. Au début, on ne sait pas vraiment ce que c'est que la PropTech, on ne sait pas quoi mettre dedans, s'il faut mettre de la ConstructTech, s'il faut mettre de la transaction, de la gestion. Donc on met un petit peu tout dedans et on a quand même 69 millions d'euros qui sont levés par des acteurs qui veulent au départ disrupter le marché. Il faut aussi vous mettre en mémoire qu'on parle beaucoup de disruption à cette époque-là, notamment parce que Uber arrive sur le marché pour disrupter le marché traditionnel du taxi. Et on se dit que l'agent immobilier, qui est un métier traditionnel et qui finalement digitalisait assez peu ses activités, pouvait être disrupté. Donc ce terme disruption commençait à apparaître et c'est sur ce terme-là qu'un certain nombre de startups se sont levées et ont réussi à lever un petit peu d'argent. 2016, c'est le début de la maturité aussi, parce que cette année-là, les premières consolidations sur le marché apparaissent, notamment avec des éditeurs de logiciels comme La Boîte Immo,
qui rachète Smart Visit après avoir acheté Prévisit, des acteurs de la visite virtuelle dont on a parlé précédemment. Et toujours chez les éditeurs de logiciels, on a d'autres acteurs comme Gercop qui achète un Prestige MLS et le SNPI qui rentre au capital d'Apibo. C'est l'année aussi où Meilleurs Agents commence à faire une percée intéressante puisqu'il lève 7 millions d'euros. C'est un montant qui est considérable pour ces années-là. Et une start-up qui s'appelle Inch, qui est encore présente aujourd'hui, lève 1,5 million. Pourquoi je dis ça? Parce que ces entreprises-là sont encore ici. Elles sont sur le salon Rent. C'est aussi l'année où on parle d'enchères immobilières. Jusqu'à présent, c'est un terme qui n'apparaissait pas. Et on commence à voir ce terme apparaître avec quelques initiatives qui ont commencé à exister. Et puis, on a toujours des sujets autour de la photo, de la 3D, de la vidéo, des réseaux sociaux. Ça, c'est des sujets de fond qui sont encore présents. On a 2 concours qui ont été gagnés cette année-là par 2 acteurs qui existent encore. Solène, qui a voulu mesurer l'ensoleillement. Et Solène a été racheté ensuite par Kinaxia, lequel a été racheté par le groupe Septéo. Et l'e-buyer français, Homeloop, a gagné également le trophée de la FF2I. Et Homeloop est encore présent aujourd'hui. Cette année-là, on a des Américains qui sont venus nous parler de l'expérience client et de l'importance des supports visuels qui donnent de l'émotion avec l'usage de la vidéo, par exemple. Et on arrive à 2019. Ouais, alors non, c'est 2017. Juste. Je suis fatigué. Non, mais je vais rester un peu en 2016 parce que 2017, et elle existe grâce à 2016. Dans le sens où c'est l'année où la PropTech arrive en France et en fait, il se passe quelque chose d'inattendu dès fin 2016 et juste après le Rent. Donc c'est un peu dans mon année. C'est que fin novembre 2016, il y a Open Door qui lève 400 millions d'euros. C'est leur 2e levée. Ils avaient déjà, ou leur 3e d'ailleurs. Mais en gros, ça pousse leur levée de fonds à 770 millions de dollars. Et c'est la première fois qu'une boîte de la PropTech, qui a un nom PropTech, dépasse la valorisation à 1 milliard de dollars. Et donc, on a la première licorne de la PropTech. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans une nouvelle dimension. Et 2017, c'est vraiment une année charnière pour ça. On rentre à tel point dans une nouvelle dimension que avant, le Rent, c'était un espèce de microcosme. C'est toujours un microcosme, mais les médias ne parlaient pas beaucoup de la PropTech, ne parlaient pas beaucoup de ces sujets-là. Et à partir du moment où il y a une licorne dans la PropTech qui va amener plein d'autres licornes par la suite et toutes celles dont on a entendu parler après, et les médias, BFM, les Échos commencent à parler. Les traditionnels, le grand public commence à parler de la PropTech et ça change tout. Alors de quoi on parle pendant cette année 2017 ? Évidemment qu'on parle de ça. Évidemment qu'on parle de comment ça se fait que des iBuyers, qui sont ni plus ni moins que des marchands de biens 2.0, sont capables d'être valorisés à tant de valeur. C'est quoi la technologie qu'il y a derrière? Et surtout, est-ce que ces nouveaux modèles, ils vont perturber le marché? Est-ce qu'ils vont faire bouger des acteurs en place comme les portails immobiliers, par exemple? Et il y a un vrai sujet autour des portails immobiliers parce qu'en octobre 2017, et je ne sais pas si c'est lié cette consolidation, tu parlais de consolidation des logiciels, mais la consolidation qui est arrivée après, c'est octobre 2017, juste avant le Rent, Le Bon Coin qui annonce qu'il rachète Avendra Louer. Et l'année d'après, Se Loger qui rachète Logikimo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, est-ce que c'est lié à ça et à ces grosses levées d'argent et de ces acteurs qui font peur et qu'on questionne? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dans la continuité des choses. Et donc, on pose beaucoup de questions autour de ces acteurs. Qui sont les iBuyers? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi la technologie qu'il y a derrière? Est-ce qu'ils vont transformer le marché? On rentre un peu sur la technologie parce qu'on a beaucoup parlé de big data. C'est l'année où on commence à parler de l'open data des notaires. Alors, je ne sais pas quand on a ouvert la DVF, mais il s'est passé du temps entre les deux. Mais en tout cas, il y a ces sujets-là. Il y a cette donnée, il y a ces algorithmes qu'utilisent les iBuyers et en fait, ça nous amène directement à l'intelligence artificielle. 2017, c'est une année qui est très similaire à l'année qu'on est en train de vivre, je trouve, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on n'en parle pas dans les mêmes termes. On parle d'intelligence artificielle parce qu'il y a Google qui nous dit qu'on est capable aujourd'hui de lire des images et de savoir ce qu'il y a
sur les images. On est capable de savoir que ça c'est un canapé, que ça c'est un évier, qu'il y a une double vasque, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a tellement de photos dans l'immobilier qu'on se dit mais ça va transformer le métier, on va pouvoir tout recritériser, on va pouvoir améliorer la recherche, on va pouvoir améliorer l'expérience utilisateur et compagnie. Mais il y a un deuxième aspect d'intelligence artificielle dont on parle beaucoup, c'est les chatbots. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette année-là, mais mars 2017, il y a Century 21 France qui sort le premier chatbot immobilier en France. Et je me souviens très bien, il y avait une table ronde sur les chatbots cette année-là, et je me souviens que sur notre stand chez Imo2, les gens venaient nous voir pour nous dire c'est où la table ronde des chatbots, qu'est-ce que vous pensez des chatbots, il faut qu'on aille découvrir ce que sont que les chatbots. Tout le monde ne jurait que par les chatbots. Et comme c'est au moment de mettre un top ou un flop, là j'ai quand même envie de mettre un joli flop pour le chatbot, parce que je ne suis pas persuadé que ce soit très utilisé aujourd'hui sur les sites internet immobiliers d'avoir des chatbots. Même la partie sur la lecture d'images, on n'a pas vu d'application encore réelle de choses qui sont dessus. Donc pour moi, donc on va peut-être que ça va changer les choses et qu'avec ChatGPT, on va en reparler cette année et que les chatbots vont revenir là-dessus. Et si vous êtes intéressé à ça, j'en profite, je fais ma pub. Demain à 11h30, on va parler de ChatGPT. Mais la réalité, c'est que pour moi, ça a été un flop et c'est peut-être l'annonciation de cette année 2023 où l'intelligence va revenir, on va reparler des chatbots, on va reparler de l'analyse d'image, on va reparler de tous ces sujets-là. Ok, donc l'année 2018, donc elle est encore une fois sous le signe de l'intelligence artificielle. Ça avait commencé déjà en 2017, mais donc ça se poursuit en 2018. En 2018, on va dire que l'immobilier va sortir de l'âge de pierre et ça se concrétise aussi par l'adoption de la loi Elan, hein, donc sur le numérique. Donc on est en pleine transition digitale. C'est le salon Rent aussi la première fois où on a les rencontres autour des femmes. On va parler aussi, bon, bien sûr d'IA, je vous ai parlé Big Data, Deep Learning, mais là on va parler aussi de Smart Data, c'est-à-dire de données qualifiées pour qu'elles soient utiles. Au niveau technologique, donc, on est dans la rupture avec deux technologies. La première étant la blockchain. Donc ça apparaît, tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Elle apporte quand même beaucoup de solutions, déjà d'économie de coûts de transaction, de la transparence, de la sécurité et d'élimination d'intermédiaires. On imagine peut-être demain des transactions sans notaire. Bon, bien évidemment, ils ont développé leur propre blockchain pour rester au-delà de la réglementation, les acteurs du secteur. Donc ça, c'est une vraie technologie de rupture et qui offre, alors là, si je dis un top, ça serait la blockchain, parce que c'est une technologie qui va permettre aussi d'autres solutions comme la tokenisation donc, de l'immobilier, comme la traçabilité, comme tout ce qui va être smart contract, c'est-à-dire l'exécution automatique de contrats intelligents et qui offre pas mal de possibilités, notamment en gestion locative. Donc ça, c'est une première technologie. Une deuxième technologie de rupture, alors elle avait, c'est l'impression 3D en fait d'une maison. Donc ça avait déjà été plus ou moins en 2015 expérimenté, mais la première maison 3D arrive donc en 2018. Sur 2018, on va parler d'écosystème et notamment d'open innovation, c'est-à-dire que l'innovation traditionnelle, donc en interne, donc est terminée. Donc les gros groupes, notamment de promotion, Vinci, Bouygues, ICAD, développent leur propre écosystème et d'open innovation. Ils lancent des défis aux startups. Et là aussi, c'est comment on travaille en partenariat, comment tout le monde peut bénéficier de l'innovation et d'accélérer finalement ce processus d'innovation. Donc cet écosystème donc, se développe et la PropTech devient vraiment un partenaire finalement des acteurs, notamment de la promotion et aussi, on verra plus tard, de l'immobilier ancien. C'est aussi donc pour rebondir, donc deux nouveaux modèles, donc de nouvelles vagues. Alors on parle encore pas mal des e-buyers, donc notamment de l'IA. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est un top ou flop les e-buyers, si c'est vraiment une révolution. On aurait pu espérer qu'ils puissent apporter plus de liquidité au marché immobilier et finalement, ça n'a pas été le cas. On parle aussi de nouveaux modèles à travers
à travers notamment l'estimation de la capacité d'emprunt à partir de l'intelligence artificielle. Donc en 15 minutes, je crois que c'est Swifi qui a donné finalement le résultat des possibilités d'emprunt. Donc de façon plus facile que quand on choisit un film sur Netflix. Et puis aussi, on parle beaucoup des GAFA, donc gros sujet. Ils arrivent un petit peu sur le secteur, donc ils sont perçus comme une menace. Alors peut-être plus une menace pour les plateformes que pour les agents immobiliers. Donc c'est un gros sujet. Donc on imagine rechercher sa maison sur Google Maps, l'acheter sur Amazon ou Facebook, et puis pourquoi pas la commander par Siri. Bon, bah, tout ça, je vais dire, c'est plutôt un flop finalement, parce qu'on n'en a plus entendu parler. Enfin, j'allais dire, donc Taylor, donc on est sur l'expérience un petit peu sur mesure. On est dans la personnalisation, donc sur les sites. Eh bien, là encore une fois, grâce à l'IA, grâce au deep learning, on apprend des comportements. Donc, on va faire remonter des maisons en fonction des goûts des clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est sympa. Et aussi au niveau des visites virtuelles ou de la réalité augmentée, notamment dans la promotion, eh bien, on va pouvoir expérimenter un lieu avec une décoration qui est spécifique et pourquoi pas Homestay, projeter ses propres meubles. Donc voilà, et puis aussi du sur-mesure avec le live room, c'est-à-dire les visites commentées en temps réel. Donc ça aussi, c'est une innovation qui est assez sympathique. Voilà, alors si je dois donner, oui, bah, le flop, on a dit les GAFA, et j'allais dire peut-être aussi le BIM. Alors c'est un sujet qu'on a parlé un tout petit peu cette année-là. Le problème, c'est que, alors c'est super pour la coordination, là aussi on va parler du BIM, d'écosystème. Le problème, c'est la faible appropriation par les acteurs de ce BIM. 2019, c'est l'année où tout bascule pour le Salon Rent, puisque le Salon Rent arrive à maturité et il vient s'installer ici, à la porte de Versailles, dans ce pavillon 6 inauguré peu de temps avant et fabriqué par Jean Nouvel. Et on accueille 9000 visiteurs cette année-là. On n'a jamais accueilli autant de visiteurs au Salon Rent. C'est la preuve que la digitalisation est dans toutes les têtes des professionnels de l'immobilier. C'est également l'année où la PropTech prend son essor. Il y a beaucoup de créations de start-up cette année-là, des consolidations qui se poursuivent. Le rachat de Meilleurs Agents par Axel Springer, ça arrive en 2019. Et donc, ça fait suite au rachat de Logikimo l'année précédente, comme ça a été évoqué. Le terme PropTech est consacré cette année-là encore, et on parle des nouveaux modèles des agences immobilières. On se demande comment une agence immobilière classique peut faire évoluer son modèle pour rentrer en compétition avec les fameuses néo-agences dont on parlera un petit peu plus loin en top ou en flop. Je vous laisse cette conclusion. C'est aussi l'année où Mastéos fait sa première apparition au Rent, notamment avec une première transaction qui est réalisée sur la blockchain avec un token qui est rentré dans l'histoire puisque le token s'appelle le Rent Token. Et je me souviens très bien, c'était en direct dans une petite salle. C'est l'année aussi, on a beaucoup parlé de le Facebook Marketplace. On pensait que Facebook Marketplace, il valait mieux s'associer avec Facebook que de l'avoir contre soi. Et je dirais que c'est le flop, puisque quelques mois plus tard, Facebook va finalement décider de reculer sur ce projet. Côté levée de fonds, c'est aussi une très belle année pour la PropTech, puisqu'on lève 156 millions d'euros cette année-là, avec des levées notables sur des nouveaux modèles, comme Proprio, qui lève 20 millions d'euros, ou encore Miro, qui n'est pas tout à fait une PropTech, mais qui avait une activité dans la PropTech qui levait 200 millions d'euros cette année-là. Et puis des consolidations qui se poursuivent encore dans le monde du logiciel avec le rachat d'Elephant Bird et de Fname Connect. Donc on voit que le nombre d'éditeurs de logiciels diminue et que les gros éditeurs commencent de prendre des parts de marché très importantes. Et on arrive à 2020. 2020, c'est une année dont tout le monde se souvient. Pardon, j'arrivais pas à passer mon slide. 2020, c'est une année dont tout le monde se souvient. Et je voudrais savoir, est-ce que vous savez pourquoi c'est une année dont tout le monde se souvient? 2020, c'est l'année du Covid.
Et évidemment, ça change tout le Covid. Ça revoit toute notre manière de penser, toute notre manière de travailler. On est enfermé chez nous pendant quelques mois. Les agents immobiliers, ils ne peuvent pas faire de visite pendant quelques mois. Et donc forcément, ils se posent la question de comment on fait pour vendre des biens immobiliers si on ne peut pas faire de visite. Et par effet de transvasement, nécessairement, ça valorise la PropTech. Ça valorise tous les outils digitaux et tous les outils technologiques. Mais pendant ce temps-là, il y a... il se passe quelque chose par là. Il y a un téléphone qui a été oublié. Quelqu'un a perdu son téléphone. Non, c'est bon, il a été retrouvé. Pendant ce temps-là, les agents immobiliers se demandent comment ils vont réussir à vendre sans pouvoir faire de visite. Mais il y a un autre acteur qui se demande comment on va pouvoir faire de l'événementiel si les gens ne peuvent plus se rencontrer. Et c'est assez marrant de se dire ça, de se dire que la problématique du rent et la problématique des agents immobiliers étaient la même avec des manières différentes de voir le monde, mais il fallait résoudre des problèmes réels par rapport à un virus qui nous touchait tous. Nous, chez Imodo, il n'y avait pas de sujet parce qu'on fait du contenu en ligne, donc c'est facile de continuer à produire des formations, c'est facile de continuer à produire de contenu. Donc c'est ce qu'on a fait, on a rendu des formations gratuites pour aider les agents immobiliers. Et c'est un vrai point que je veux noter, c'est qu'il y a eu un énorme élan de solidarité. Et par énormément d'acteurs qui étaient là et qui sont encore là aujourd'hui, il y a Le Bon Coin a bougé, le groupe Aviv a bougé, tout le monde a essayé de donner des trucs gratuits à tout le monde parce qu'il y avait une vraie volonté de réussir à sortir par le haut de cette étape Covid. J'ai une question pour vous. Qui, dans la salle, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de rent en 2020. Je raconte depuis tout à l'heure l'année 2020, mais il n'y a pas eu de rent en 2020. J'ai regardé jusqu'à 1 mois et demi avant le rent. On était là, c'est sûr, il va y avoir, même nous, on publiait des articles, vous inquiétez pas, ça va le faire, on va réussir à passer le truc et tout. Bon, il n'y a pas eu de rent. Il y a eu les PropTech Digital Days. Qui c'est dans la salle qui a regardé les PropTech Digital Days de chez lui et levez la main, n'ayez pas peur. Ah, vous n'êtes pas si nombreux que ça. 20%. 20% de la salle. C'est intéressant parce que nous, justement, on s'est organisé pour faire le rent, puis on a dû tout changer du jour au lendemain. Donc, on a eu accès à des studios, les studios du Figaro, on a enregistré chez Radio Imo, toutes nos conférences, on a dû les pré-enregistrer et tout a été diffusé le jour J. Autre chose qui a eu lieu le jour J, c'est les webinars, parce que c'est la folle année du webinar. Alors, j'ai pris une photo qui te mettait à ton avantage, j'ai essayé de faire un effort là-dessus. Et ce que je voulais montrer là-dessus et que je trouve assez drôle, c'est que c'était aussi, vu que c'était la folle époque des webinars, c'était aussi le moment où on avait tous nos fonds d'écran, vous savez, qui nous détouraient pas forcément hyper bien, et c'était un parti pris à l'époque que ça rend pas la conférence moins intéressante, parce qu'elle est toujours autant intéressante, mais c'était un parti pris de l'époque qui est intéressant. Au-delà de ça, on a fait les conférences, donc moi j'ai enregistré dans le salon, dans le studio avant pour que ce soit diffusé le jour J, et le jour J, on était chez Radio Imo pour pouvoir débattre des sujets en temps réel. Donc voilà pour l'envers du décor de ce qui s'est passé cette année-là. Après, on a parlé de plein de choses, mais il y a un mot-clé qui est ressorti, que j'ai vu dans quasiment toutes les conférences. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? Il est marqué derrière moi. C'est Netflix. C'est le mot-clé qui a été le plus prononcé pendant les conférences. J'ai une théorie là-dessus, qu'on est tous restés enfermés chez nous. Le seul truc auquel on avait accès, c'était Netflix. Donc quand on s'est dit on va produire de contenu, on s'est tous dit il faut qu'on crée le Netflix de l'immobilier. Donc la visite virtuelle, c'était le Netflix de l'immobilier. Les logiciels immobiliers, ils proposaient les expériences Netflix de l'immobilier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Au-delà de l'anecdote, ça a vraiment remis en avant des choses très intéressantes comme la dématérialisation, comme la visite virtuelle, où on a fait une étude avant Covid et après Covid, et on a vu que c'est passé de 30% d'utilisation avant Covid, 70% d'utilisation par les professionnels de l'immobilier après Covid de la visite virtuelle. Donc il y a eu vraiment des technologies qui ont énormément popé. On reparlait enfin d'inbound de la bonne manière, c'est-à-dire comment on réussit à toucher le prospect de manière digitale au bon moment, au bon endroit pour identifier quand il est chaud et quand est-ce qu'il faut le transformer. Bref, il y a eu plein de choses comme ça, géniales. Et il y a eu une autre chose assez géniale, c'est qu'on on a commencé à parler de immobilier durable, d'éco-responsabilité. Et je voulais mettre un petit mot là-dessus parce que pour moi, c'est cette année-là qui fait la version de Rennes telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que déjà, aujourd'hui, il y a des gens qui nous regardent dans la salle, mais il y a des gens qui nous regardent online. J'avais promis sur LinkedIn que je ferais coucou aux gens qui nous regardent online, donc c'est le cas. Et en fait, c'est grâce à 2020 qu'on est capable de faire ça. Et deuxième chose, c'est les prémices de la durabilité, de l'écologie et un peu du changement du rent après ces 10 ans, de se dire qu'il faut aussi qu'on adresse ce sujet bas carbone. Et c'est en 2020 que tout ça s'est passé. Alors 2021, donc on est dans le monde d'après.
L'après-Covid, le Rent innove, hein, puisque c'est le lancement de la Rent Channel. Donc bon, bien sûr, on parle beaucoup durabilité, on est vraiment sur le sujet de la soutenabilité, de l'éco-responsabilité. On a tous pris conscience quand on a été confinés, quand on a tout été arrêté, de notre impact sur la planète. Donc vraiment, c'était le sujet du moment. Année de la promulgation de la loi climat et résilience aussi, il faut le dire. Cette année-là, quand même, on va dire que le marché immobilier a fait preuve de résilience. Enfin, les acteurs ont fait preuve de résilience et le marché également, grâce à cette solidarité dont tu as parlé. Et puis peut-être l'euphorie. Hein, on a dépassé le million des transactions. C'était une année record, l'année 2021. Donc les acteurs ont su pivoter, innover dans leur stratégie. Donc ça a été, elles ont su apprendre à être antifragiles. Elles ont quand même beaucoup réfléchi sur leur modèle, donc pour être beaucoup plus agiles. Donc donc ça a basculé en 2020 et ça s'est confirmé en 2021. Et puis, fort de cette expérience, donc de cette innovation, des visites, des signatures électroniques, des rendez-vous en ligne, etc., qui s'est mise en place et qui s'est accélérée sur 2020. Je crois qu'on a dû avoir une appropriation qui s'est améliorée de 5 ans par rapport aux prévisions. Eh bien, le Covid transforme avec une obligation de basculer vers ce qu'on appelle le phygital, donc qui est le gros sujet. Donc les technologies s'insèrent dans l'agence, mais aussi, en fait, on essaye d'avoir une continuité entre le online et le offline pour avoir une expérience qui s'adapte aux besoins. C'est-à-dire le client, il n'a plus envie de se déplacer pour rien. Il est de plus en plus exigeant, mais il veut aussi, parce que le confinement a impacté quand même les gens, il veut aussi de la rencontre, de l'humanité, de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'à la fois être autonome et du digital quand ça me plaît, mais je veux aussi l'humain en demand pour avoir du service et de l'accompagnement. Donc on a un gros basculement avec de services, donc avec ce concept digital et aussi des innovations organisationnelles. Ça a été un petit peu dit par Vincent, mais effectivement, le travail maintenant, le télétravail se développe, la mobilité se développe, et comment on peut travailler de chez soi en mobilité. Donc là aussi, les méthodes d'organisation du travail se redéfinissent et se réinventent. Donc, résilience écologique aussi. Donc ça, c'est le gros sujet de toutes les innovations, et notamment, la PropTech, donc j'ai dit le marché immobilier, les agents ont su résister. Les startups aussi, mais surtout, notamment celles qui avaient des propositions de durabilité, d'éco-responsabilité, c'est elles qui sont les plus financées. Donc de nombreuses solutions ont été faites au service de la transition et d'accompagnement de ces startups. On parle aussi beaucoup sur le côté écologique de l'IA et des IoT, notamment du smart building, et en quoi finalement cette connexion du bâtiment va permettre une meilleure transition environnementale. On parle aussi beaucoup de la ville cette année-là, et notamment de la végétalisation, du bâtiment réversible. Alors, si on doit dire top flop, peut-être le flop, c'est la réversibilité. De bâtiments bas carbone, etc. Et puis, on a aussi de nouveaux modèles, et des néo-modèles notamment. Là, c'est l'année où le syndic, qui était plutôt en retard là-dessus, commence à avoir des solutions digitales, adopter des modèles de plateforme pour ces métiers-là. Et enfin, ensemble, donc l'épisode Covid nous a montré nos fragilités économiques, de santé aussi, sanitaires aussi. Et donc un appel à une plus grande solidarité. Donc c'est aussi le sujet, comment faire ensemble, comment être en coopétition, comment partager les fichiers, comment aussi proposer des services comme le viager solidaire, le co-living aussi est un gros sujet, l'habitat partagé. Donc sur cette année-là, c'est vraiment le côté ensemble, on va pas forcément plus vite, mais peut-être on va plus loin. 2022, c'est l'année dernière, c'est pas si loin que ça.
Pour moi, 2022, c'est vraiment l'année consacrée à la PropTech parce que le montant des levées n'a jamais été aussi important et ne le sera plus jamais depuis cette année-là, puisque nous avons levé 465 millions d'euros, qui était un record sur la PropTech. C'est aussi l'année où, comme l'a dit Nathalie tout à l'heure, on parle beaucoup moins des sujets autour de la transaction, mais beaucoup plus des sujets autour de la gestion locative et du syndic. Et il suffit d'aller se promener ici dans les allées du Salon Rent pour voir que ces sujets sont désormais adressés. Et ça, c'est une bonne chose. C'est aussi l'année des consolidations importantes. On n'en a pas parlé, mais l'année précédente, 2021, c'est l'année du rachat de grands éditeurs de logiciels par des beaucoup plus grands. DL Software, Septeo arrivent sur le marché, continuent leur consolidation en rachetant des éditeurs historiques qui sont là depuis plus de 30 ans. Je pense à des Gercop, par exemple. Ces éditeurs-là arrivent avec des stratégies orientées autour de l'utilisation de la data. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Et il suffit de voir et de se promener dans les allées pour voir qu'ils ont pris une dimension très importante. C'est aussi, et là c'est le flop de l'année, c'est le début de la fin des néo-agences telles qu'on les a connues dans les années précédentes. Ces néo-agences qui avaient fini par sortir d'un modèle pour aller vers un modèle beaucoup plus proche du modèle de mandataire, mais qui finalement n'ont pas réussi à poursuivre leur activité telle qu'ils l'avaient imaginé au départ en digitalisant davantage le parcours acquéreur. Et donc c'est l'année des cessions avec Liberkeys qui cède son activité au groupe Arkea et Proprio qui est racheté par Casavo. Homeloop, dont on a parlé tout à l'heure, est racheté par un acteur traditionnel, Benedict Immobilier. C'est aussi l'année où on va parler du Web3, du métaverse, de la blockchain. C'est l'année du lancement de Versity. Je ne sais pas si vous entendez parler de cette histoire où les agences de papa ont voulu créer un truc qui s'appelait Versity pour effacer l'échec des agences de papa. On a parlé aussi de tokenisation des actifs. C'est un sujet encore d'actualité aujourd'hui, de transactions en crypto-monnaie qui ont une réalité. Et puis, on a parlé de sujets un peu plus traditionnels parce qu'on s'est demandé comment, dans cette année post-Covid, comment les agents immobiliers pouvaient mieux travailler ensemble. Et donc, on a parlé du partage de mandats exclusifs avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le partage de mandats, la disparition aussi de l'acteur Lissi qui opérait le partage de mandats et l'arrivée d'un nouvel acteur qui s'appelle Listigo qui veut également opérer le partage de mandats avec des mandataires. Ça, c'est plutôt nouveau sur le marché. Et puis, c'est surtout le début d'une période de crise sur les marchés de l'immobilier qui va aller en se dégradant avec, comme vous le savez, aujourd'hui une remontée des taux, les commercialisations dans le neuf qui sont en panne. Et cette année-là, l'année 2022, prépare en fait l'année 2023 avec l'émergence de thèmes majeurs que vous découvrez cette année-là. La transition écologique rendue nécessaire par la loi climat-résilience. L'énergie devient évidemment plus rare, plus chère. La stratégie zéro carbone qui va peser inévitablement sur les constructions neuves et sur la rénovation du bâti. Et tout ça impose des innovations. Et le deuxième sujet qu'on découvre aujourd'hui, c'est un sujet autour de la crise à la fois du pouvoir d'achat parce que les taux augmentent. On se demande comment on peut faire pour acquérir un bien immobilier. Les prix n'ont pas encore baissé. On assiste à une sorte d'atonie du marché. La question qui se pose, c'est comment on va s'en sortir dans ce contexte, tant pour les professionnels, comment sauver leur activité, comment gagner des parts de marché, comment être plus efficace, et puis pour les particuliers aussi, comment devenir propriétaire dans un contexte aussi difficile. Et donc, je vous invite à découvrir tous ces sujets lors des prochaines conférences. Merci beaucoup pour tout ça. Je trouve que c'est intéressant de revoir toutes ces années d'innovation parce que pour ceux qui sont là depuis plus ou moins longtemps, vous avez entendu des noms de choses qui ont disparu. Ça vous a rappelé des choses qui auraient pu être et qui ne sont pas. Moi, j'ai pris pas mal de plaisir à bosser sur cette rétrospective parce que ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose. C'est que
chaque année, on est très motivé par une nouvelle tendance, par une nouvelle technologie, par quelque chose qui va vraiment changer les choses. Chaque année, c'est toujours pareil. Mais la réalité derrière tout ça, c'est que les innovations, elles passent, mais il n'y a que les business solides qui restent et ceux qui font le métier sur le terrain de la bonne manière. Et c'est vous qui choisissez les innovations que vous voulez mettre et qui vont vraiment apporter de la valeur à vos clients. Et c'est vous qui êtes maître de si oui ou non une innovation, elle aura vraiment lieu, elle va vraiment exister le lendemain ou non. Et voilà, et j'espère que ça vous a aussi donné cette vision-là. Je pense qu'on arrive à une année 2023 où les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier sont beaucoup plus matures par rapport à toutes ces technologies-là. Ils savent que ça doit apporter soit de la valeur en faisant gagner du temps, soit de la valeur à leurs clients en améliorant l'expérience client. Et j'espère que ça vous a donné la même envie que moi de continuer à voir ce qu'allait se créer et de se dire comment je peux vraiment l'appliquer à mon business et est-ce que ça va vraiment rester dans les années. Et on verra si la tendance de cette année ChatGPT, dans 10 ans, on dira c'est un flop ou c'est un top. Merci à tous. Merci. J'ai un dernier petit message pour tout le monde. Je fais encore de la pub, désolé. Mais là, c'est les 10 ans du Rent. Il y a un autre acteur qui s'est créé il y a 10 ans qui s'appelle I Love You. Et c'est aussi les 10 ans d'I Love You qui sont fêtés sur le Rent. Donc, si vous voulez venir fêter les 10 ans d'I Love You, vous pouvez aller sur le stand C84 qui est juste là. Ils vous attendent à bras ouverts. J'ai jamais vu une salle entière se diriger vers des bières gratuites. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Vous êtes les bienvenus. Et puis, pour terminer, je vous invite à rester ici dans l'enceinte du salon qui va fermer beaucoup plus tard ce soir, puisqu'on va passer dans un mode beaucoup plus festif où on a invité les exposants à ouvrir le champagne, à faire la fête, à mettre de la musique. Il y aura ici un blind test géant qui permettra à chacun de mesurer sa performance. Et donc, tout ceci aura lieu jusqu'à 21h30 dans ce grand hall d'exposition avec les exposants et les visiteurs. Et on vous attend très nombreux dans ces différentes activités. Merci encore pour votre patience.